Bonsoir, Stade 2, c'est-à-dire des résultats, de la rigueur, de la bonne humeur, des infos et beaucoup d'images. Les titres de cette émission. Football, Marseille, un pas de plus vers le titre, l'OM a gagné, Bordeaux a été battu. Rugby, qualifié pour les quarts, Toulouse, Narbonne, Grenoble, Racing, Agen, Toulon, Montferrand, Dax. Tennis, Perestroïka à Monte-Carlo, victoire du soviétique Chesnokov, il a battu Muster en 3-7. Handball, pas de finale de Coupe d'Europe pour Créteil, battu hier soir par Barcelone. Vélo, le Tour d'Espagne, bravo Esno qui gagne hier la 5e étape, Voré gagne la 6e et Gorospe prend le maillot à Mario. Et puis gros plan sur le hockey sur gazon avec Jean Mamère, le plus british d'entre nous, qui a suivi le match organisé pour le centenaire du Standard de Meudon, le club des Anglais de Paris. Voilà les titres auxquels j'ajoute tout de suite la superbe performance des pongistes de Levallois. En effet, pour la première fois, une équipe française de tennis de table a gagné la Coupe d'Europe des clubs de tennis de table. C'est l'UTT Levallois. Pierre Fula, les vainqueurs sont autour de vous pour un grand coup de chapeau. Un grand coup de chapeau et d'abord à l'aîné de cette équipe de tennis de table, Jacques Secrétin, je dois le dire, 41 ans, qui était encore là avec ses vieilles jambes pour tenir cette équipe. Oui, c'était ma dernière Coupe d'Europe, ma première finale et ma dernière, et on l'a gagnée, c'est fameux. Et alors, l'autre génération du tennis de table français, c'est Jean-Philippe Gatien, 21 ans, 20 ans d'écart entre Secrétin et Jean-Philippe. Et vous, c'est vraiment le couronnement pour une année exceptionnelle. Oui, c'est sûr, ça termine bien une saison relativement homogène au niveau des résultats. C'était ma première Coupe d'Europe et je l'ai gagnée, donc c'est fameux comme Jacques. Alors, à la gauche de Jean-Philippe Gatien, il y a un Chinois de Hong Kong qui est venu signer à Levallois il y a 2 ans, c'est Lu Xuan, qui a eu le privilège de marquer le dernier point de la victoire, et puis Didier Maumessin qui a participé, lui, à la qualification de l'équipe de Levallois. Mais tout de suite en image, nous allons tout de suite, bien sûr, pénétrer dans ce chaudron qui était hier soir près de Sarrebruck. Le ton est donné avec l'orchestre de Levallois, mais Jean-Philippe Gatien prépare l'arme du crime. Cette raquette au bout d'une main de Jean-Philippe Gatien qui va faire exploser le premier Allemand, Poblinka. Alors on peut dire que ce jeune Allemand est quand même de talent puisque c'est un Tchèque qui s'est reconverti. C'est un Hongrois qui s'est reconverti. Oui, il a pas mal de talent puisque d'entrée de jeu, il a battu notre numéro 2, Lu Xuanzong. Un scénario qui était relativement dur pour nous, on ne s'attendait pas. Donc j'ai eu pas mal de mal sur lui, effectivement. Et le tournant de cette rencontre, dans cette finale, le combat des chefs entre Jacques Secrétin à droite et Peter Engel, le vétéran allemand qui a été champion d'Allemagne. Et là, Secrétin a joué en finesse et toute son expérience a pesé lourd dans cette balance. Oui, je l'ai rencontré en équipe d'Allemagne il y a très nombreuses années. Et là, c'était lui aussi sa dernière Coupe d'Europe. Et je crois que c'était important pour notre équipe de recoller puisque nous étions menés 3-2 à ce moment-là. Et il fallait marquer le point pour recoller à 3 partout. Ce fameux point donc que Jacques Secrétin apporte à cette finale. Et dès lors, tout repose sur Jean-Philippe Gatien face au Chinois Xi Saike. Et là, explosion dans la salle parce que Jean-Philippe Gatien va remonter 12 points. Vous étiez mené face à Xi Saike 12-8. J'étais mené face à Sixey 16-8 au 3e set, donc j'avais 2 écoles dans ma tête à ce moment-là. Soit je continuais à essayer de faire ce que j'avais fait durant le début de la belle et qui ne marchait pas trop, soit je reprenais des risques comme je l'avais fait dans le premier set et ça avait très bien marché. Et je crois que la chance m'a vraiment souri sur cette fin de set où j'ai pratiquement rien raté. Vous avez déstabilisé le meilleur joueur qui évolue en Europe, le meilleur chinois peut-on dire, qui était invaincu depuis de longues saisons. Et là, vous gagnez donc sur cette superbe balle de match au 3e set, et on y croit. Michel Leroyer, qui est représentant de la municipalité de Levallois, va attendre quand même l'instant décisif, celui où Lu, le Chinois de Hong Kong, va apporter les derniers points face à Engel, qui aura passé décidément une très mauvaise soirée sur ce terrain à Sarrebruck. Voilà, Lu Xuan, qui apporte le point victorieux à cette brillante équipe de Levallois qui remporte dans l'histoire du tennis de table français sa première victoire, et l'on comprend l'euphorie qui entourait ce succès. Alors, Jacques Secrétin, vous avez été champion d'Europe, champion du monde en double mixte. Je crois qu'à 41 ans,
gagner cette coupe. C'est peut-être la fin aussi de votre épopée. Oui, ça va me permettre de passer le relais et l'esprit tranquille. Puis je crois qu'il faut dire, c'est grâce aussi à la municipalité de Levallois, avec son maire Balkany et son maire adjoint, premier maire chargé des sports, qui nous ont fait confiance. Et je crois qu'on n'a pas trahi leur confiance. Jean-Philippe Gassier, on dit de vous que l'année prochaine, c'est peut-être le titre mondial. Oui, enfin, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, même si j'ai réalisé une excellente saison cette année. Je pense qu'il faut encore garder la tête sur les épaules. Et bien sûr, l'objectif de la saison prochaine, ce sont les championnats du monde qui peuvent me permettre de me qualifier directement pour les Jeux Olympiques, qui restent malgré tout l'objectif principal en 92. Voilà Gérard, après les sabreurs du Racing et les judokas d'Orléans, les pongistes de Levallois sont champions d'Europe des clubs. Voilà, j'ai compté entre-temps 227 médailles dans les concours, dans les compétitions internationales pour Jacques Secrétin, la quarantaine. C'est un peu à l'image de l'équipe d'Antenne 2 d'ailleurs, il y a l'expérience de Jacques et puis la jeunesse, l'enthousiasme, c'est exactement comme dans Stade 2. La quarantaine, à propos, on en reparlera avec Dominique Leglou parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Maintenant, on quitte la table et on passe sur le court pour le tennis, le tournoi de Monte-Carlo, avec donc la finale qui opposait cet après-midi Chesnokov à l'Autrichien Muster. Christian Kidet, victoire de Chesnokov sur la terre battue. Oui, la leçon qu'on peut tirer des deux premiers tournois qui se sont déroulés sur terre battue, c'est bien que précisément la terre battue inverse complètement la hiérarchie du classement mondial actuellement. En effet, pas un des 15 meilleurs mondiaux n'a réussi à se glisser soit en finale du tournoi de Nice, c'est Aguilera qui a gagné, soit en finale de Monte-Carlo, puisque c'est Chesnokov qui a battu Moster. Alors, cela prouve que la terre battue est un terrain difficile, cruel, et que les grandes stars ne sont probablement pas préparées ou suffisamment préparées, ou qu'elles sont blessées, ou qu'elles ne sont pas suffisamment non plus motivées. En tout cas, ça n'enlève rien au talent, nous allons le voir en image, de Chesnokov et de Moster, qui ont fait cet après-midi une très belle démonstration. Voici Moster au service, ils ont donné tous les deux un fabuleux festival d'attaque du fond du court. Tous les points étaient très durs à gagner, car c'est évidemment dans la douleur et au prix de beaucoup de courage que l'on peut gagner sur terre battue. À ce jeu-là, Chesnokov a été le plus vaillant. Il avait aujourd'hui les jambes les plus rapides, regardez, et son jeu de défense a été remarquable. Chesnokov remporte les deux premiers sets, 7-5, 6-3. Et vous allez voir que plus tard, dans le troisième set, ils sont tellement fatigués qu'ils vont aller jouer tous les deux au filet. Ils n'en ont pourtant pas tellement l'habitude. Et à ce petit jeu-là, eh bien c'est encore Chesnokov qui aura le dernier mot. Et c'est Muster, pourtant, qui, blessé l'an dernier à Key Biscayne, va se battre vraiment avec beaucoup d'énergie. Il va sauver ici une quatrième balle de match dans le troisième set. Un match formidable qui s'est gagné du fond du court et à l'énergie. Voici la cinquième balle de match. Ce sera la bonne pour Andrei Chesnokov. Il remportera en 3 manches cette finale de Monte-Carlo, 6-3 au troisième. Jamais il ne se laissera complètement déborder par les terribles accélérations de Moster du fond du court. Moster qui a un bras à gauche à la Lecomte, mais fantastique, je le répète, jeu de défense de Chesnokov, bien en jambes aujourd'hui, et qui remporte là son 5e tournoi du Grand Prix à Ballet-Fos en effet. Et c'est Chesnokov, Andrei Chesnokov, 18e à l'ATP, qui gagne, à la surprise un petit peu générale, le tournoi de Monte-Carlo. Surprise, il y en a eu beaucoup dans ce tournoi, puisque Edberg est tombé, Becker aussi, et puis Lionel Chamboulot, vous avez suivi le destin diamétralement opposé de Yannick Noah et d'Henri Lecomte. Ouais, alors la question c'est de savoir si c'est vraiment le retour de Lecomte. Alors moi je dis oui, je prends des risques peut-être, mais enfin... Non. Il a bien joué la semaine dernière à Nice devant Jay Berger, qui est un redoutable joueur de terre battue aussi. Et à Monte-Carlo, surtout, il a éliminé les spécialistes, c'est-à-dire Mancini, il a éliminé Gomez et Scoff. Donc à mon avis, c'est vraiment le retour d'Henri Lecomte. Quant à Yannick Noah, on peut se demander si c'est la fin de Yannick Noah. Là, je suis moins affirmatif. Noah qui aura 30 ans le mois prochain, alors que Dominique a 40 ans aujourd'hui. Oui. Et Dominique Leglou. Il continue, Dominique. Il continue, donc a priori, Yannick va retrouver la pêche et le rythme qui lui manque en ce moment, car c'est vrai que sur le court, pour l'instant, il s'ennuie et il nous ennuie un petit peu, dommage. Nous, on espère retrouver le Noah qui a été si bon au début de saison en Australie, car depuis le début de cette saison, c'est-à-dire depuis le mois de janvier en Australie, il n'a pas réussi à passer plus d'une fois le premier tour d'un tournoi, Yannick. Alors il faudrait vraiment qu'il retrouve le goût de la victoire lui aussi. Et puis on n'oublie pas rapidement Guy Forget, qui a été finaliste à Nice et qui joue bien pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a plutôt suivi cette semaine Henri Lecomte et Yannick Noah. Alors Henri, heureux? Elle est bonne celle-là, je crois que... Oui, très heureux.
Le bonheur retrouvé d'Henri Lecomte. Voilà 2 ans depuis la finale de Roland-Garros 88 que Lecomte n'avait pas aussi bien joué. Un souvenir d'ailleurs mitigé, joie et cauchemar. Et puis l'année dernière est gâchée, Henri est opéré d'une hernie discale. Le retour, c'est donc pour 90. Un début de saison raté, un frémissement à Nice, une résurrection à Monte-Carlo. Un tournoi déclic, résultat d'un gros travail, tout d'abord avec Éric de Blicker et maintenant avec Patrice Agelower qui connaît Henri depuis l'âge de 6 ans. J'étais sûr qu'il allait revenir à partir du moment où il acceptait de faire le programme qu'il avait déjà fait, qu'il se donnait vraiment à 100% sur tous les entraînements. Et je lui ai même dit, écoute, je suis tellement sûr que tu vas revenir, je peux te signer un papier tout de suite à l'instant que tu vas revenir, je suis sûr. De la conviction, de l'enthousiasme, Lecomte en veut, son salut passe par le sérieux. Confiance, travail, victoire et le public est de nouveau derrière lui. Et ça aussi, c'est un grand bonheur. Henri est de retour, mais il a changé, et son discours aussi. L'éternel satisfait et optimiste est devenu plus réaliste et exigeant avec lui-même. J'ai de bonnes bases en vue des entraînements à suivre, surtout de Roland-Garros. Maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à voir physiquement, à travailler. Je veux dire, je n'accepte pas de jouer, de me dire, bon ben c'est bien, je suis en demi-finale, je vise plus loin parce que j'ai envie vraiment de me retrouver de mon classement et puis de bien faire à Roland-Garros. Donc je vais encore plus travailler et ça prouve que aussi quand on bosse, ça paye et c'est encourageant. Pour Yannick Noah, encore une défaite au premier tour. Depuis l'Australie, ça ne va pas fort. Je suis pas inquiet, ça m'ennuie, quoi. Je suis pas inquiet, j'aime bien jouer, j'aime faire de beaux matchs, j'aime gagner quelques matchs de temps en temps, ça aide. Alors jouer ce niveau de jeu, ça m'excite pas, quoi. Pour retrouver son jeu, Noah peut compter sur Dennis Ralston, son entraîneur, mais il doit surtout ne plus penser qu'au tennis, ce qui n'était pas toujours le cas ces derniers temps. Roland Garros arrive et Yannick y est très attendu. J'ai pas de temps à perdre, il faut que je mette les bouchées doubles et que j'ai un mois. Physiquement ça va bien, je crois que j'ai quelques points très précis à travailler, ma vitesse, et puis ma vitesse en particulier, et à partir de là, il faut y croire, hein. De toute façon ça fait pas de mal. S'il faut y croire, nous, on attend le Noah du début d'année, on verra bien. Voilà, donc à Monte-Carlo, le double a été remporté par Korda et Smid. Et puis il y a eu un record, 47 000 spectateurs, record d'affluence cette année en principauté. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de soleil et que ça a aidé les parties. Et puis je peux vous le dire pour l'avoir vécu, que l'endroit où il y avait le plus d'affluence, c'était l'infirmerie à Monte-Carlo. On en parlait la semaine dernière, Christian. Vous avez rejoint le plan des blessés, Gérard. Oui, ça c'est ma vie personnelle grâce au tennis. Mais je peux vous dire, moi, qu'à l'intérieur, le travail du docteur Couder à l'intérieur était fantastique avec les kinés parce qu'il y a des tendinites, il y a des entorses. C'est pas dû à la terre battue d'ailleurs, ça c'est dû à la folie du circuit. Ça, c'est le procès, si je puis dire, entre guillemets, du nouveau circuit de l'ATP Tour. Trop de matchs et puis des garanties, les joueurs qui s'éparpillent un peu partout, qui déclarent forfait au dernier moment. Pour le moment, ça va pas fort. Et là, par exemple, il manquait Agassi et McEnroe qui pourtant avaient été inscrits. Le tournoi de Hong Kong, donc de l'ATP Tour, a été remporté par Pat Cash qui a battu en 2-7 l'Autrichien Antonich, 6-3, 6-4. Voilà, maintenant on va parler de handball avec le malheur des tapis qui continue. C'est-à-dire que Bernard a fait pareil que Jean-Claude. Alors Bernard Tapie, son équipe l'OM a été éliminée en demi-finale de la Coupe d'Europe de football. Donc Marseille n'est pas parvenu en finale. Et bien exactement la même chose est arrivée en handball avec Créteil. Jean-Claude Tapie, éliminé en demi-finale, c'est ça. Là vous m'avez éliminé parce que vous m'avez volé mon ouverture de sujet. Ah bah oui, c'est la tête. Il n'y a pas que les muscles, il y a la tête aussi, ça travaille. Bon, enfin, en tout cas, ça nous prive d'une belle finale parce qu'elle devait avoir lieu à Bercy, cette finale. En principe, entre les soviétiques de Minsk donc et Créteil, mais ce sera donc Minsk contre Barcelone. Ce qu'on peut dire en revanche, Gérard, c'est que bon, il n'y a rien de dramatique parce que Créteil en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est absolument super parce que l'année passée c'était la première historique puisque depuis la naissance de Mick Leglou, je crois que ça fait 40 ans, aucun club de handball n'avait réussi cette performance. Et puis il faut rendre hommage aux Espagnols parce qu'ils étaient plus forts que Créteil, tout simplement. Alors retour justement sur les problèmes de Jean-Claude Tapie auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Chanson de geste au Palais des Sports de Créteil, l'inquiétude puis le dépit de Jean-Claude Tapie. Vous savez, le frère de Bernard. Comme l'OM, Créteil est privé de finale de Coupe d'Europe. Comme Bernard, Jean-Claude a bien sûr son idée sur la question.
Barcelone est un grand club, il est arbitré à l'extérieur et à la maison de la même façon. Par conséquent, on a encore beaucoup à apprendre de ce côté-là. Donc on a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Vous voyez, quand je vous disais que Marseille rime avec Créteil, et puis, autre point commun des deux rencontres, tous les buts, bien sûr, ont été marqués avec la main. Mais les comparaisons s'arrêtent là, car Créteil, malgré la mise en condition collective, a bel et bien raté son début de match. Beaucoup trop timoré en attaque, tout d'abord, personne ne veut prendre ses responsabilités, résultat pas de décalage, et Isakovic, le dernier servi, est contraint à l'exploit individuel sous peine d'être contré. Certains joueurs n'ont peut-être pas pris les responsabilités qu'ils auraient dû prendre, et ça s'est traduit par un manque de tir de loin, par un manque d'efficacité dans tous les secteurs du jeu, à part sur l'aile gauche où évolue Mile Isakovic. C'est vrai que Créteil a trop tendance à tout miser sur le Yougoslave, même si ses coups de patte hier ont encore déstabilisé la défense espagnole. Isakovic, auteur de 9 des 19 buts de son équipe, a bien failli replacer Créteil sur la route de la finale. Tapis peut de nouveau espérer. Mais Créteil va se battre tout seul en manquant 2 pénaltys, en négociant mal cette phase de jeu à 19-17 en faveur des banlieusards. Créteil s'est autodétruit, si je puis dire, dans la mesure où l'équipe n'est jamais rentrée dans le match sérieusement. Même quand elle a eu la possibilité d'emballer un petit peu la partie, on a raté ce qu'il ne fallait pas rater. Et Barcelone, avec beaucoup de sang-froid, a su garder son calme et sa maîtrise du jeu. Hommage à Barcelone, c'est vrai, à la science de ces Yougoslaves, Portner sur ce penalty, à la maîtrise collective des Espagnols qui ont trop souvent piégé Créteil sur l'aile droite. Bref, Créteil battu d'un petit but dans sa salle, comme Marseille devra attendre encore un peu la consécration européenne. En championnat, on jouait dans le compte de la 6e journée. À noter la victoire à l'extérieur de Nîmes à Strasbourg, 25-24. Du coup, Nîmes est pratiquement maintenant champion de France. Certes, Créteil a un match en retard face à Vénissieux, mais Nîmes compte 7 points d'avance au classement sur Créteil et 9 points sur Vénissieux. Donc vraisemblablement, Nîmes champion de France. Merci Patrick, j'essaierai de ne pas vous voler votre lancement la prochaine fois. Je te promets. Basketball maintenant, Patrick. Limoges, seul qualifié pour les quarts et une ribambelle de belles mardi prochain. Exactement, 1 sur 4 seulement. La formule du championnat de France de basket, elle est très simple. Il faut gagner 2 matchs pour être qualifié. Donc vous gagnez à l'extérieur, vous gagnez chez vous, vous êtes qualifié. Si vous gagnez chez vous, que vous perdez à l'extérieur, vous faites une belle. Alors 1 sur 4 seulement. Seul Limoges a réussi à gagner chez lui, puis à Saint-Quentin. Les autres, Cholet, Antibes et Orthez, rejoueront une belle mardi soir, le 1er mai, à domicile. Mais attention, car Gravelines, le Racing et Mulhouse, justement, qui ont gagné hier chez eux, merci de vous ficher de moi, eh bien, ceux-ci iront chez les autres, chez Cholet, chez Antibes et chez Orthez, pour gagner. Alors attention, donc 1 sur 4 qualifiés, 3 sur 4 qui rejouent mardi, et puis 4 sur 4, c'est le score d'Antenne 2. Nous avons toutes les images de tous ces quarts finales. C'est très bien, grâce à nos amis des Faire-Froid, grâce aux gens qui nous ont passé les images. Et on commence avec Gravelines. C'est le match que vous avez suivi hier en direct sur Antenne 2. Nous le commentions avec Bernard Père, qui a laissé sa voix d'ailleurs. Avec donc cette victoire de Gravelines, qui est un jeu très collectif. Regardez sur ces images, avec la beauté de ce panier, mais le panier du jour, puisqu'il faut le plus beau panier lorsque nous faisons une retransmission. Eh bien, le panier du jour, il va suivre sur cette belle défense. C'est la signature de Jean Gall, là. Belle défense, contre-attaque, et hop, un petit coup de main droite. Regardez au ralenti de face comme c'est beau, ce changement de main. Et c'est signé Bill Goodwin, meilleur panier. On passe maintenant du côté du Racing contre Antibes, le 2e du championnat. Vous reconnaissez Dubuisson qui manque son shoot, mais une belle claquette ici. Zever Bergen et Allen, le nouvel américain. Regardez la claquette. Hop, c'est le nouvel américain du Racing qui a apporté beaucoup. Le Racing qui ira à Antibes mardi soir pour gagner. Ça va être difficile, mais si Beugnot a autant de réussite, regardez Beugnot ce qu'il va faire face au meneur de jeu d'Antibes. Regardez, hop, et il réussit à marquer. Petit miracle. On se retrouve à Mulhouse. Vous reconnaissez Moncho face à Orthez. Victoire indispensable pour mériter une belle à Orthez. Eh bien, Mulhouse va la remporter, cette victoire, sans trop de problèmes. 103-90. Très beau panier de Zaniel ici. Mais tous les Mulhousiens, avec Burtet, avec son numéro 7 de dos, Moncho ici, vont participer à la fête. Et Davis, qui est un shooter extérieur, va faire une passe à Kitchen, qui lui est un intérieur. Et c'est Kitchen l'intérieur qui shoot à 3 points. Vous voyez qu'on a beaucoup de facilité du côté de Mulhouse. Et puis Limoges, le seul, 1 sur 4. Mulhouse rejouera à Orthez, mais Limoges n'en a pas besoin. Limoges qui a réussi un festival. Regardez ici les Américains, vous les connaissez tous maintenant, ces Américains
de Limoges, puisque vous les avez suivis tout au long de la saison sur Antenne 2. Regardez, c'est un rebond pour Brooks et puis un panier pour Collins que vous avez suivi. Collins, pénétration dans l'axe du panier, contré avec une équipe de Saint-Quentin très, très sympa, qui a perdu 101-83 mais qui assure un très beau spectacle avec Ostrovski ici, qui a réussi un contre. On termine le festival de Limoges avec Michael Brooks. Limoges vraiment super. Les résultats, donc, vous les avez vus en images, les voici en chiffres. Gravelines a mérité une belle face à Cholet mardi soir. Mulhouse de même qui se rendra à Pau-Orthez toujours mardi. Et puis le Racing, sans complexe, à Antibes mardi soir. Alors évidemment, ceux qui reçoivent sont favoris, mais attention aux surprises ce mardi soir. Autre poule intéressante, eh bien, ce sont les barrages. Coup d'œil sur le classement. Rouen est seul en tête. Montpellier et Tours se partagent la deuxième place. Il reste 7 matchs pour 2 places. Rouen est bien parti, mais Montpellier et Tours vont se disputer peut-être la deuxième place en National 1A l'an prochain. Un petit mot sur les transferts, Patrick. Oui, très rapidement les transferts. Eh bien, pas Michel télé, Gomez. dans le basket. Non, pas la télé. Non, c'est pas le moment. Michel Gomez ne reste pas à Limoges. Il nous l'a dit hier soir, c'est officiel. Par qui sera-t-il remplacé? On ne le sait pas. On sait également qu'on parle du départ de Demory. Demory a un contrat à Limoges, on ne voit pas pourquoi il le quitterait si les dirigeants souhaitent qu'il reste, il risque d'y avoir un petit problème. Vestris quitterait Limoges aussi, Buter arriverait, Benamar, le meneur de jeu de Cognac, viendrait également à Limoges, Jean Gall, lui, reste à Gravelines. Vous voyez, plutôt des incertitudes. La seule certitude que j'ai, c'est que Robert Fermagnan reste président de foot du monde. Ah, ça c'est notre équipe de foot, un petit clin d'œil. Bon, maintenant on passe à Daniel avec des résultats importants en sport prototype. Bravo. Tout à fait complètement. En sport prototype, deuxième épreuve de la saison et deuxième succès pour Jean-Louis Schlesser et Mauro Baldi sur Mercedes devant une autre Mercedes, celle de Jochen Mass. C'était à Monza. Et puis en golf, succès de Marie-Laure de Lorenzi pour la deuxième année consécutive au tournoi de Woburn en Angleterre. C'est le 13e succès professionnel en 4 saisons pour Marie-Laure. Et maintenant, nous allons aux États-Unis voir un peu des gens qui se tapent sur la figure au nom de la boxe. Thomas Ernst en jaune a conservé son titre de champion du monde des super moyens WBO face au Canadien Michael Olajide. Victoire au point au terme de 12 reprises peu convaincantes. Âgé de 31 ans, Ernst remettait les gants pour la première fois depuis 10 mois. Il compte désormais 47 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ce combat n'ajoute rien à sa gloire et ne semble pas porteur d'espoir pour la suite de sa carrière. Mais surtout, n'allez pas répéter à Ernst ce que je viens de dire. De Deauville à Menton, 2500 km à monoski en passant par les fleuves, c'est la 3e édition de la Diagonale des Fous, une épreuve étonnante qui rassemble les 17 meilleurs glisseurs mondiaux de ski nautique. 7 nations sont représentées, l'équipage est composé d'un skieur, d'un pilote et d'un copilote. À noter la présence de 2 skieuses, Chantal Tessier et l'Espagnol Montserrat Alara Ibarru, qui a abandonné lors de la 2e étape. Au classement général, c'est l'Italien Gregorio qui est en tête devant le Belge Stiltz, vainqueur des 2 premières éditions. Et puis au marathon de Marseille, victoire de Daniel Erlem qui l'emporte en 2h17 minutes 45 secondes devant Fernand Collard à 8 secondes. Il y avait 1800 coureurs au départ. Foulée de Montmartre à Paris, doublé polonais. Majusiak devant Beblo, ça fera plaisir à qui vous savez. Les 16 km en 44 minutes 38 secondes pour Majusiak. Et maintenant, nous allons regarder des images de sport de combat. Avec d'abord la canne française. Philippe Aguès en jaune est devenu pour la 3e fois champion de France de canne française face à Jean-Luc Aguirre. Codifié en 1780, la canne française se pratique avec une canne de 75 cm en châtaignier, souple mais cassable, 10 francs la canne. Avec le quart supérieur de la canne, on doit frapper le masque, les flancs et au-dessous des genoux, mais au-dessus des chevilles. Tenue matelassée, masque d'escrime et coquilles sont vivement recommandés et même obligatoires. Combat en 2 manches, d'1 minute chacune, 3 arbitres comptant les coups. Et nous nous retrouvons maintenant à la Foire de Paris où Brigitte Dédier, triple championne du monde de judo, et les meilleurs spécialistes français des arts martiaux et des sports de combat nous attendent chaque jour jusqu'au 8 mai pour des démonstrations et des initiations. Au total, 15 disciplines sont ainsi présentées sous le patronage du Centre international des arts martiaux. Il y a également des conférences, en un mot, tout ce qu'il faut savoir sur ces arts martiaux. Le GIGN ne manque pas de bras. Il l'a prouvé hier lorsque Michel Lefebvre, Roland Martin, Christian Giroux et Philippe Boutonnet se sont relayés pendant 1 heure à la barre de 100 kg pour améliorer leur record du monde du développé couché.
Ils avaient réussi 930 répétitions. Hier, ils sont parvenus à 1100, soit en moyenne un mouvement en 3 secondes, relais compris. À eux 4 et en 1 heure, devant l'huissier et contrôle antidopage à l'appui, les 4 gendarmes du GIGN ont manipulé 110 tonnes, chapeau ou plus exactement képi. GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà. Gérard, un dernier résultat, c'est du rugby à 13, demi-finale allée de la Coupe de France. Saint-Estève s'impose à Perpignan 42-12. Saint-Gaudens va chercher le nul à Carcassonne 18 partout. Les deux sœurs devront en principe se retrouver en finale. Ils ont pris une sérieuse option sur la qualification. Sans soutien. C'est cela. Bon, on passe au vélo. Ça vous laisse quoi? Voilà. Comment? On passe maintenant au vélo avec le Tour d'Espagne, Jean-Paul Ollivier. Oui. Alors, les événements de la semaine, la victoire d'Esnault hier dans la 5e étape. Jean-François Bernard qui a craqué complètement alors qu'il n'était pas trop mal parti. Et aujourd'hui, Gorospé prend le maillot. Oui, Jean-François Bernard qui va du reste fêter son 28e anniversaire dans quelques jours. Et souhaitons, je crois que vous l'avez fait déjà, à Dominique Legout un bon anniversaire. Bon, alors, ceci étant dit, Jean-François Bernard a craqué, vous l'avez dit, mais je pense qu'il ne faut pas être très étonné. Vous savez, c'est la première fois depuis 2 ans qu'il retrouvait les cols, les grands cols. Alors ne soyons pas étonnés, laissons-lui le temps quand même de s'y faire. Je crois que le problème essentiel pour lui, c'est de terminer ce Tour d'Espagne. Quand il l'aura fait, il aura peut-être pris davantage conscience, pris davantage d'entraînement, de sûreté et puis de forme. Bon, ça c'est une chose. Vous avez parlé de Patrice Esnault. C'est un Orléanais qui mérite cette victoire parce que c'est un attaquant, un grand baroudeur, un inlassable baroudeur. Et je crois que c'est vraiment la récompense d'un certain nombre d'efforts. Il court chez les Espagnols maintenant. Et vous parliez aussi de Gorospé enfin. Oserais-je dire avant les images, Gorospé fait partie de l'équipe la mieux structurée de ce Tour d'Espagne, c'est l'équipe Banesto, l'équipe donc d'Indurain et Delgado. C'est normal de le trouver là et je crois qu'il faut attendre ce Tour d'Espagne, les étapes qui viennent avec beaucoup d'intérêt. Bon, alors maintenant donc, nous allons revenir sur l'exploit d'Esnault. Le voici d'ailleurs, nous sommes avec lui dans cette 5e étape Almeria-Sierra Nevada. Il l'emporte avec un certain éclat au sommet de cette Vuelta, 2510 mètres. Il vient d'effectuer 170 km en solitaire. L'an dernier, il avait tenté la même entreprise, mais il avait été rejoint. Esnault, rappelez-vous, avait remporté le Midi Libre en 87. Il avait été l'an dernier le seul vainqueur français d'une étape dans Paris-Nice. Derrière lui, eh bien, se trouve le Colombien Farfan, qui termine en 2e position, une étape très éprouvante. Autre Colombien à en terminer, Carlos Jaramillo, 3e. Et Klimov, là, est encore leader. Alors que la 6e étape aujourd'hui, un homme se retrouve seul, se libère de l'avant du peloton. Il s'agit du Danois Jesper Worre dans le dernier kilomètre. Il est spécialiste de ce genre d'échappée. Rappelez-vous, il avait gagné l'an dernier une étape à Tortona au Tour d'Italie. Il a été un excellent animateur du Tour de France. Et il défend les couleurs, vous l'avez vu, du Café de Colombie. Derrière lui, exactement à 1 minute, se classe Hartmut Bols, l'Allemand, 2e, et l'Espagnol Fernando Quevedo. Le plus important, eh bien, dans ce groupe de 19 hommes qui précède le gros peloton de 5 minutes, se trouve Julián Gorospé, 10e, qui s'empare donc du maillot amarillo. Merci. Ce Tour d'Espagne qui continue toute la semaine prochaine, comme d'ailleurs va commencer les 4 jours de Dunkerque que vous suivrez, Jean-Paul Ollivier. Avec Roche comme leader. Avec Roche, 8 étapes, compte rendu dans le Stade 2 la semaine prochaine. Télégramme, le ruban granitier breton, course amateur par étape, eh bien c'est Pascal Potier de l'équipe de France B qui est en tête maintenant du classement général. La 3e étape a été remportée par Franck Morel de Normandie. Puis il y avait aujourd'hui la Raymond Poulidor et il y aura la semaine prochaine la Jacques Anquetil dans la vallée de Chevreuse. Voilà, on est complet pour le vélo. Maintenant, on va passer au hockey sur gazon, Jean Mamère, avec d'abord les résultats. Il y avait du championnat de France. Voilà, 4e journée du championnat de France. Tous les clubs qui recevaient ont perdu. Et oui, Amiens est allé gagner à Vatigny, Lyon a gagné à Levallois. Et Montrouge a battu le CSG au terrain du CSG. Après 4 journées, Amiens et Lyon sont à égalité avec 10 points en tête de ce championnat devant Montrouge. Alors, mea culpa, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de hockey sur gazon à Stade 2. C'est vrai qu'on ne le montre pas assez. On a essayé de se rattraper en suivant le centenaire, c'est un anniversaire du club le plus british de Paris, où il y avait un match entre une sélection française et une sélection anglaise. Voilà, c'est le Standard Athletic Club. C'est un club que vous connaissez parce que chaque fois qu'il y a un match du tournoi un peu serré avec une équipe anglaise, eh bien nous allons, on va leur rendre visite. Ils nous accueillent toujours très gentiment. C'est là où ils nous ont appris, par exemple, à tremper le poireau dans la bière. C'est dur à digérer. Alors cette fois-ci, ils avaient décidé d'organiser un grand match de tournoi de hockey sur gazon. Il est vrai que le hockey, c'est une spécialité britannique. Alors ils avaient fait venir une très belle équipe britannique pour affronter une équipe française qui est auréolée de son excellent résultat à la Coupe du Monde qui se déroulait au Pakistan il y a quelques mois. C'était donc une façon pour nous de revenir sur ce sport qui n'a que 10 000 pratiquants, mais qui commence un peu à s'ouvrir au niveau international. La preuve, elle a pris un entraîneur hollandais
et qui peut-être finira ses jours à Bègle. Nous saurons ça plus tard. Alors, nous allons maintenant Jean, on va dire au Standard Athletic Club. Avant de lancer le sujet, on va dire, il y a Salvia qui n'arrête pas de dire Bègle depuis le début parce que le frère de Jean est maire de Bègle et que Bègle a été éliminé aujourd'hui. Et oui, c'est terrible. Bon, alors les Français ont été battus par les Anglais samedi dernier, décidément, c'est très dur. Champagne, et oui, Champagne, sentence la fête, Champagne pour tout le monde, enfin, pas tout à fait, parce qu'au Standard Athletic Club, on ne se mélange pas trop, on trinque bien avec les Françaises autorités, mais on ne perd rien de son intimité typiquement britannique dans un coin bien français de la forêt de Meudon. 100 ans, cela se fait dignement, entre gentlemen, quelques bières, peut-être en plus, mais avec toujours un regard tourné vers Sa Majesté, celle qui, voilà 33 ans, avait posé la première pierre du nouveau club. Cette fois, elle n'est pas revenue, mais elle a délégué son équipe de hockey, championne olympique à Séoul en 1988. Avec toutes ses vedettes, Richard Odell, Paul Bolland, Chris Meyer, ou bien encore Paul Barber, le capitaine, le brun, et puis Richard Lehmann, le plus capé, le blond de l'histoire du hockey avec 216 sélections. Sans oublier non plus Kulbir Baoura, un souvenir de l'Empire des Indes, une équipe qui a redonné à l'Angleterre sa gloire passée dans le hockey. La France, elle, n'en est pas encore là. Longtemps en retrait, elle s'est ouverte récemment au plus haut niveau avec son fabuleux résultat de la Coupe du Monde à Lahore au Pakistan. Dans un pays dont la passion est presque entièrement tournée vers le hockey sur gazon. Les Français, vainqueurs notamment de l'Inde pour la première fois de leur histoire en tournoi officiel, ne se sont inclinés que face à l'Australie, ratant de justesse la 6e place directement qualificative pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Un résultat extraordinaire, mais dont l'impact n'a pas été ressenti comme tel pour le hockey français. Le résultat de Lahore, 7e mondial, prouve que l'effort vers le haut, en ce moment, paye. Ce qu'il faut, c'est l'assurer très vite en étant qualifié pour les Jeux. À ce moment-là, je crois qu'on a gagné notre coup et que les jeunes viendront ou s'exprimeront très fort dans notre sport dans les 2 années qui viennent. La venue d'un entraîneur hollandais fait partie de ses efforts. Le résultat de la Coupe du Monde est le premier fruit d'un travail de longue haleine et c'est ce que Aube Posdam veut surtout bien faire comprendre à ses joueurs. Pour moi, c'est déjà commencé une préparation pour une Coupe d'Europe l'année prochaine ici à Paris. Et c'est pour moi de regarder si je peux trouver les joueurs qui vendent le produit, qui gardent un certain nom que je peux dire après, merde, c'est quelqu'un. C'est pourquoi toute rencontre, même amicale soit-elle, a valeur de test, et c'était le cas de ce France-Angleterre du centenaire. Mais le poids des ans apparemment se digère mieux du côté anglais. La France est 7e nation mondiale, mais doit encore enregistrer quelques progrès. Elle a encaissé un sévère 6-0. Certes, l'Angleterre a un réservoir de joueurs de haut niveau. En 58 ans, les Français n'ont fait que 2 matchs nuls et une seule victoire. La France n'a pas encore les joueurs de haut niveau en réserve qu'il lui faudrait. Et même si le gardien français est déjà très inquiet qu'il se rassure, la relève, elle, est presque assurée. Très mignon, très mignon. On voit que vous adorez les enfants, Jean, et vous avez bien raison. Le hockey sur glace maintenant, on passe à la glace. Jean Marquet avec les championnats du monde, la phase finale. Donc, c'était la première journée avec l'URSS qui a gagné. Oui, 4 clubs, dont enfin ils étaient 8, ils ne sont plus que 4, l'URSS, la Tchécoslovaquie, le Canada et la Suède. Alors d'une part, eh bien, il y avait un résultat, c'est une surprise d'ailleurs, la Tchécoslovaquie a battu le Canada, que l'on voyait qui était invaincu jusque-là, 3-2. Et dans l'autre match, il y avait la Suède donc contre l'URSS. Et il y a l'autre groupe, c'est pour la descente, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui est vraiment très très mal placée maintenant. Aucune victoire et très vraisemblablement elle descendra dans le groupe B. Elle sera remplacée l'année prochaine par la Suisse dans ce groupe A, la Suisse qui a gagné il y a 15 jours à Megève les championnats du monde du groupe B. Alors nous allons voir maintenant des images des 3 buts marqués par les Russes face aux Suédois. Surpris par la Suède en phase qualificative 3-1, les Soviétiques étaient bien résolus à ne pas commettre les mêmes erreurs dans la phase finale. Il fallait attendre pourtant le 2e tiers-temps pour voir le célèbre Makarov, à l'affût au 2e poteau, marquer un premier but. L'URSS, qui détient le titre mondial, ne se montre pas aussi souveraine depuis le début de ces championnats du monde à Berne. Le gardien suédois, gêné, ne peut empêcher Sergei Makarov de récupérer le palais et de marquer imparablement.
Interception et très belle action personnelle ici d'une autre vedette de cette équipe soviétique, Komoutov. Une échappée avec en conclusion un but à mi-hauteur. Une action menée avec une très grande rapidité. Komoutov a jailli, il a laissé sur place les défenseurs suédois, n'accordant que peu de chance aux gardiens d'éviter ce but placé. Avec ce deuxième but, les soviétiques se mettaient à l'abri d'une nouvelle surprise désagréable. Pour soigner leur goal average, les soviétiques marquaient un troisième but par le jeune Kristich. Superbe but là encore, sur une passe au cordeau et une intervention ultra rapide pour ce but marqué avec beaucoup de clairvoyance. On reste ensemble, Jean, pour votre deuxième spécialité, c'est-à-dire l'équitation. On va rappeler que vendredi dernier, à Rome, dans la Coupe des Nations du 58e CSIO de Rome, c'est la Grande-Bretagne qui a gagné. La France a terminé 5e. Avec une équipe qui n'est pas l'équipe numéro 1, en particulier, c'était des nouveaux chevaux. Des nouveaux chevaux. Et vous avez suivi les épreuves de Saumur en concours complet, alors là, avec une vraie surprise. Oui, Saumur, donc c'est un des grands rendez-vous de la saison française de concours complet. C'est un sport dont on ne parle pas souvent, mais pourtant le cross est particulièrement spectaculaire. C'était intéressant dans la mesure où se préparent les championnats du monde. Et cette année, ce sera à Stockholm. Toutes les disciplines équestres seront réunies, absolument toutes. Même la voltige. Il y aura la voltige, l'endurance, l'attelage, absolument toutes les disciplines. C'est une grande fête du cheval à Stockholm qui est prévue fin juillet et début août. Alors là, Bardinet prépare son équipe de France, et en particulier avec ce premier concours qui était celui de Saumur, et nous allons en voir des images. Il y avait surtout Marc Todd, le champion olympique. Jean Teller au départ du cross de ce concours complet international de Saumur, sous l'œil attentionné de Jean-Paul Bardinet, l'entraîneur national qui prépare sa sélection pour Stockholm. Le cross, l'épreuve la plus spectaculaire du concours complet, disputé entre le concours de dressage et celui de saut d'obstacle, avec ici l'obstacle numéro 3, première des difficultés de ce parcours. Sans complexe, Francine Boss, la plus jeune concurrente de ce concours, sans complexe, à l'aise avec son Bépule 2 et clairvoyante pour repérer le caméraman. Obstacle typique et spectaculaire, la maison. Le 10e des 26 obstacles de ce parcours de 6400 mètres, couvert à une vitesse avoisinant les 32 km/h, est précédé de 2 parcours routiers et d'un steeple. Deuxième après le dressage, le Montois Michel Lemoine sur Chris Dao crée la surprise en terminant l'épreuve de fond sans la moindre pénalité et prenant la première place avant le saut d'obstacle devant la Britannique Frances Ogden et la Néo-Zélandaise Victoria Lata. Je vous le rappelle, le numéro 54 sur cette épreuve. La grande vedette de ce CCI était bien évidemment le champion olympique, le néo-zélandais Mark Todd, qui monte ici le gris Welton Krelak. Mark Todd, lui aussi, terminait son parcours sans faute, prenant la 4e place du classement général provisoire, à 1 point seulement de Michel Lemoine. Nous allons suivre le dernier concurrent maintenant. Et puis Merci Jean. Ah ben ça c'était le visage de Belle. Oui, le résultat. Oui, parce que Michel Lemoine et Mark Todd ne sont pas à l'arrivée, et bien leurs chevaux n'ont pas été autorisés à repartir par le vétérinaire aujourd'hui. C'est donc une Hollandaise qui a gagné, mademoiselle Mandy Stieb, et nous voyons à la 2e place apparaître Marie-Christine Duroy, dont c'est le grand retour au haut niveau. On s'en réjouit pour elle. Très bien. Merci. Il faut dire que les contrôles vétérinaires sont très sévères. On ne laisse pas repartir les chevaux fatigués. Hein. Tout à fait. Oui. D'accord. On passe maintenant au football. Donc c'était le visage de Belle qui était apparu juste après le concours complet. Alors le football. D'abord le gardien de Marseille, Pascal Rousseau. Marseille qui a fait un grand pas vers le titre en gagnant hier soir. Oui, la semaine dernière, c'était Bordeaux qui avait fait un grand pas peut-être vers le titre puisque Marseille avait été battu par le Paris Saint-Germain. Cette semaine, Marseille est allé se rassurer en faisant match nul à Saint-Etienne. Et hier soir, Marseille a profité du faux pas de Bordeaux. Alors je vous propose de voir un peu avec Pascal Rousseau, le gardien intérimaire, parce qu'il joue la Coupe de France, il joue le championnat, mais de temps en temps il ne joue pas la Coupe d'Europe, il ne joue pas non plus le championnat. Mais en tout cas, il sera peut-être champion de France. Alors je vous raconte l'histoire de Pascal Rousseau. Quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. L'OM mène 3-0 devant le Stradlet Sofia. Euhar se jette et se blesse.
Résultat, le gardien marseillais quitte le terrain avec une fracture de la jambe. Saison terminée. Castaneda, le remplaçant, est appelé au secours. À Brest, il passe au travers. L'OM reporte alors tous ses espoirs sur Pascal Rousseau pour le championnat. Lui qui était mis dans une situation inconfortable il y a simplement 1 mois et demi, se retrouve là dans une équipe et champion de France. Je crois que c'est un beau rêve qu'il est en train de vivre et si on lui avait prédit ça à l'avance, il aurait certainement traité les gens qui lui prédisaient ça de fou. Écarté des terrains pendant près d'1 an en raison d'une grave blessure, Pascal Rousseau redécouvre à Marseille l'ambition, sans se poser de questions. La pression, il ne veut surtout pas connaître. Je ne suis pas un garçon à nature anxieuse au niveau du football. J'ai mes petits états d'âme comme tout le monde, mais le fait de jouer dans cette équipe, vous savez, si vous passez votre temps à regarder Moser, Waddle, Papin et Tigana, vous êtes spectateur, vous êtes plus gardien de but et c'est pas ce qu'on me demande. Aujourd'hui, si Rousseau travaille d'arrache-pied pour mériter sa place, Huard, lui, poursuit une rééducation poussée. Le travail, c'est le maître mot pour la réussite d'un gardien. Ça se fait dans la bonne humeur, donc ça soulage un peu la dureté de l'entraînement, mais c'est vrai que des entraînements spécifiques comme ça, uniquement pour les gardiens, au bout d'une heure, 1h30, on est fatigué. Jouer dans une équipe comme Marseille présente certains risques pour un gardien, et notamment celui de tout jouer sur 2 ou 3 arrêts. Un véritable qui-tout-double. On est jugé que sur très peu d'actions, donc c'est assez difficile parce que nerveusement on doit être présent pendant 90 minutes et parer à toute éventualité même si on mène largement le score. Hier contre Mulhouse, Rousseau n'a pas été souvent sollicité. Dès la 5e minute sur ce corner de Waddle, Dimeco centre pour Francescoli qui de la tête ouvre la marque. Waddle, toujours lui, adresse un centre pour Papin qui trompe Sens. 10 minutes plus tard, sur une attaque déclenchée par Deschamps, le ballon est contré, Amoros récupère, centre pour Deschamps qui de la tête inscrit le 3e but. En seconde mi-temps, Stéphane bat Rousseau, mais l'OM vient de faire un pas de plus vers son 2e titre. On a été maître de notre destin avant déjà la journée de ce soir, là on est encore plus puisqu'on a 2 points d'avance, c'est bien parti, à nous de bien gérer la suite. Si je vous demandais de juger un peu Joseph-Antoine Bell comme gardien de but. Oh, je pense que c'est quand même un très grand gardien de but, ça c'est évident, qui a peut-être, à mon avis, le tort de peut-être un peu trop parler. Pascal Rousseau, voilà un gardien de but qui sait très bien marcher à l'ombre. Voilà, donc c'était le petit jeu ce soir de voir la fin de saison vue par les 2 gardiens. Après Rousseau, donc Bell. Dominique, c'est vous qui êtes allé à Bordeaux. Alors, merci. 40 ans. Quel courage! Pas trop long, parce qu'on a plein d'images encore. Bon anniversaire, Dominique. Merci. 40 ans, ça se fête. Ouais. Joseph-Antoine Bell a perdu. Oui. Avec Bordeaux, et c'est grave. Et deuxième question, est-ce qu'il est vraiment bavard, Joseph? Moi, je crois qu'il aime parler, mais il ne parle pas pour ne rien dire. Il a des choses à dire. Et justement, je crois qu'il doit nous en dire, à nous tous. Et à d'autres, parce qu'il n'a pas des comptes à régler, mais simplement une façon d'exprimer sa philosophie et ses regrets sur la saison. Alors allons-y le rejoindre. Joseph-Antoine Bell, le gardien de Bordeaux. Joseph-Antoine, qu'est-ce que vous êtes en train de lire dans ce ballon? L'avenir du championnat? J'essaie de lire la fin du championnat et le ballon dit que la fin du championnat sera très difficile, qu'elle sera très indécise. Je pense que Bordeaux a son destin entre les mains. Il faudra que Bordeaux gagne tous ses matchs. Ça semblait bien parti pour Bordeaux samedi soir à Nantes. À 8 minutes de la fin, Bordeaux menait 1-0, but de Denbor sur pénalty. Mais en moins de 2 minutes, Nantes anéantissait l'espoir bordelais. Bell résistait longtemps, mais Leco, puis Robert, donnaient une victoire méritée aux Nantais. C'est presque cuit. Je pense que tout est terminé. Le titre s'envole, mais l'Europe reste une certitude. Bell a donc désormais tout son temps pour méditer sur sa saison. L'accueil à Marseille, l'histoire des bananes, les phrases assassines de Jean-Pierre Papin. Au lieu que je sois touché
au lieu que j'ai mal, j'ai plus pitié qu'autre chose, même si la pitié n'est pas un bon sentiment, mais je pense plutôt que c'est déplorable pour ceux qui se comportent de cette façon-là. Est-ce que c'est pas un peu ainsi un état d'esprit qui tend à se généraliser dans le football français? Moi, il y a un truc qui me gêne énormément. Vous êtes gardien de but, vous êtes dans n'importe quel stade de France, à chaque fois que vous allez dégager, vous entendez « Oh, is, enculé ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais malheureusement, aujourd'hui, cette obscénité est banalisée. Et donc, on ne s'en aperçoit plus, et c'est ça qui est grave. Ça veut dire que c'est notre société qui est comme ça, et qu'en réalité, c'est pas sur les stades qu'il faudrait combattre. C'est les parents qui devraient mieux éduquer leurs enfants. Je pense que le problème est là. Si nous ne voulons plus de violence, si nous ne voulons plus de haine, de comportements bestiaux comme ça, je crois qu'il vaut mieux que tous les parents prennent en main leurs enfants. Il est difficile d'entamer la sérénité de Joseph Antoine. Pourtant, avec son ancien club Marseille, il a connu bien des tracas, sur le terrain et en coulisses. C'est l'avocat de l'OM qui, 3 ans après l'affaire, ressort cette semaine le dossier petit frère-grand frère. Bell, victime d'un homme d'affaires peu scrupuleux, devient l'accusé du détournement de fonds. Juste au moment où Bordeaux et l'OM sont encore au coude à coude. Je suis convaincu que plus le président de l'OM cherchera à m'atteindre, et plus bas il devra descendre. Et donc il ne prouvera que sa petitesse et sa bassesse. Et c'est dommage pour quelqu'un qui se considère présidentiable. J'espère que les Français apprécieront. Bell ne mâche pas ses mots. À 35 ans, c'est vrai, il n'a plus rien à craindre de personne. Il accepte la défaite du terrain, mais rejette en revanche les manœuvres des couloirs. Elles le font hurler. Je n'ai qu'un regret dans ce championnat, c'est de voir que cette rivalité sportive qui aurait pu animer sainement le championnat et faire plaisir à tout le monde est tournée à la haine. Pas rancunier, Joseph Antoine. La preuve, il fait travailler son fils Tonio pour 15 jours sur le terrain. Il ressemble, et oui, pourquoi pas, à Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui est en tête du classement des buteurs, il a marqué, donc il est maintenant à 29 buts et je pense qu'il va réussir son pari de passer les 30 buts. On voit le classement et en particulier le sort des mal classés et les autres buts français. Alors on voit les buts français tout de suite. Français, en avant. Les buts français tout de suite avec Racing Paris 1 contre Saint-Étienne. Grâce à nos confrères de TF1, tout à fait. Deuxième minute, coup franc, regardez bien, Bouderbala des 30 mètres, frappe, 1-0 pour le Racing. Peu de temps après, coup franc pour Saint-Étienne, Aon tire superbe envolée de Pascal Olmeta qui sauve le RP1. 34e minute, Avenay, l'attaquant parisien cerné par les Parisiens, tente sa chance, un tir qui se loge en pleine lucarne de Boffreton. 2-0 pour le RP1. 74e minute, Placido va alerter Bouderbala, fauché par Beaufreton, c'est le pénalty que transforme l'international marocain. L'espoir demeure pour le Racing Paris 1. Et l'espoir demeure également pour Nice qui hier soir a réussi à battre Monaco grâce à ce pénalty transformé par Robbie Langers pour une faute d'Ettori sur Jean-Philippe Rohr. Robbie Langers, 1-0 pour Nice qui conserve également l'espoir de rester en première division. 31 buts marqués au cours de cette journée, c'est le record de la saison. Pas une seule victoire à l'extérieur, un seul match nul, Metz, Brest, 1 partout. Un but d'Oudjani donne la victoire à Sochaux sur Lille. Carton de Montpellier sur Caen, 5-1. Succès de Toulouse sur Cannes, 4-0. Lyon s'impose de peu sur Toulon, 3-2. Kovacs et Chifo permettent à Auxerre de battre le Paris Saint-Germain 2-0. Au classement, tout le monde est à jour, plus de matchs en retard. Marseille a 2 points d'avance sur Bordeaux, Monaco est 3e avec 2 points d'avance sur Auxerre, Sochaux et le Paris Saint-Germain. Dans le bas du tableau, Mulhouse est au plus mal, mais de Cannes au RP1, c'est-à-dire 7 clubs, se tiennent en 3 points. Autant dire que rien n'est joué pour la descente et la place de barragiste. Division 2 maintenant, groupe A, J-1. Nancy est déjà en division 1. Strasbourg en profite et espère jouer les barrages. Mais Alès, vainqueur de Guignon 2-1, s'accroche à la 2e place, la bonne. Nîmes, vainqueur à Monceau, espère encore un peu. Monceau est en Détroit, Grenoble et le Red Star peuvent encore y croire. Puiseaux et Chaumont, eux, tremblent. Le groupe B, énorme surprise à Laval où le leader Rennes s'est incliné 2-0. Rennes qui cède sa place de premier à Valenciennes à cause d'une moins bonne attaque. La dernière journée sera décisive, même pour le Havre qui conserve un petit espoir. En bas de tableau, Quimper est condamné. Lorient, Abbeville, La Roche et Tours vont passer quelques nuits blanches.
La grille du loto sportif avec une énorme surprise. Daniel Casal a peut-être gagné. Il fallait jouer donc 10 résultats à domicile, 2 nuls et une victoire à l'extérieur. Et pour être complet avec le foot, sachez que Naples est champion d'Italie, que Liverpool est champion d'Angleterre et que la Coupe d'Italie, je vous le rappelle, a été gagnée cette semaine par la Juventus. Dans l'actualité du football, il y a aussi la Colombie. La Colombie parce que ce pays est qualifié pour la Coupe du Monde de football et que la Colombie, Alain Vernon, on l'a encore vu cette semaine avec l'assassinat d'un candidat à la présidence de la République, la Colombie est dans un stade d'instabilité extraordinaire. Oui, c'est l'énorme paradoxe. D'un côté, on assassine les candidats à la présidence de la République, on assassine même les arbitres, ça s'est passé en décembre dernier, on a arrêté carrément le championnat pendant 4 mois, et malgré ce contexte terrible, eh bien, le football colombien s'apprête à fêter un événement historique. Depuis 28 ans, la Colombie ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde, et c'est dans ce contexte terrible qu'on a essayé d'analyser où en était ce football colombien à 2 mois donc de la Coupe du Monde en Italie. Alors je vous propose un petit avant-goût en 2 minutes de ce que sera le reportage de mercredi dans Les Fruits de la Passion. Une passe de Valderrama, le Colombien de Montpellier. Pour l'ailier droit Usuriaga, le Colombien de Malaga en Espagne. Et un but qui qualifie contre Israël la Colombie en Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Voici pour l'exploit. Et Usuriaga, comme toute la sélection, peuvent entamer la plus célèbre danse de Cali, sa ville d'origine, capitale mondiale de la salsa. Higuita, son gardien libéraux, et toute la Colombie ont pourtant un obstacle de taille, l'Allemagne et la Yougoslavie au premier tour. Mais en Colombie, la fête a failli se transformer en drame. Un matin de février, la nouvelle remonte jusqu'à Bogota, à 2600 mètres d'altitude. On menace la sélection nationale. Plus exactement, 4 joueurs de Medellín et l'entraîneur, accusés de lien avec le cartel de la drogue, menacés de mort par une organisation qui veut nettoyer le foot colombien. Réaction. Ella me comunicaba que nunca la llamaron a la casa, nunca fueron, al igual que con mi madre. Entonces ya me tranquilicé porque no había nada de fundamentación en estas amenazas. De todas maneras, fueron amenazas que no trascendieron a mayores y que por eso nos tiene tranquilos. Finalement, on s'est rendu compte que c'était plutôt une menace d'un déséquilibré qui voulait profiter de ce moment historique en Colombie pour accentuer le chaos. En Europe, Maturana sait que des milliards de questions l'attendent sur la drogue, le foot, les parrains. Alors Maturana s'est jeté à l'eau dans un livre où il parle des liens du foot et de la mafia. Il faut dire clairement qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes de sécurité, tout ça, on préfère qu'ils investissent l'argent dans le football que dans la dynamite. En Colombie, le foot se sort à peine de ses liaisons dangereuses avec les cartels de la drogue. Le football qui veut changer son image et profiter de la Coupe du Monde pour cela. Mais après la mort d'un arbitre à Medellín et 4 mois d'arrêt total du championnat, les clubs, comme tout le pays, vivent sous haute surveillance. Reportage sur le football colombien, Les Fruits de la Passion, mercredi 2 mai, sur Antenne 2. Voilà, ce sera à 22h15 et ne manquez pas également le reportage de Patrick Montel en Californie. Il a rencontré Mark Spitz, 40 ans, qui se promet de revenir pour les Jeux Olympiques de Barcelone et de nager le 100 mètres. Mark Spitz qui essaie de revenir. Le rugby maintenant pour terminer ce stade 2, Pierre Salviac avec les quarts de finale. Donc. Oui, alors les quarts de finale opposeront donc le Stade Toulousain à Narbonne. Le match aura lieu à Agen samedi et sera télévisé par Antenne 2. Dimanche à Lyon, Racing contre Grenoble. À Bordeaux, sous toute réserve, Dax contre Montferrand. Et à Nîmes, Agen, Toulon. On voit maintenant en détail les résultats des 8e de finale. Pour noter qu'au tout dernier moment, ce n'est pas Béziers mais Narbonne qui s'est qualifié. Au tir au but d'ailleurs, précisément. Au tir au but. Et on verra quelques images, j'imagine, tout à l'heure. Vous noterez que toutes les équipes qui recevaient ont gagné, sauf Bègles Bordeaux-Gironde, qui s'est fait battre par Montferrand à l'issue d'un match parfaitement correct. Il faut louer les 2 équipes après les avoir blâmées dimanche dernier. Voyons maintenant les résultats du groupe B. Véronique, si on peut aller vite, merci. Voilà, vous notez les victoires donc de Mont-de-Marsan, Château-Renard, de Pau. Victoire de Montchanin, de Mazamet, de Périgueux et d'Aurillac. Je crois qu'on peut maintenant voir les images. Allez, on y va. On va essayer, grâce à nos confrères de FR3 en particulier,
Voir les images d'abord du match qui opposait cet après-midi à Musard, l'équipe de Bègle à gauche sur votre écran, à l'équipe de Montferrand. C'est Bègle qui marque le premier essai du match grâce à son arrière Jeuneste. À ce moment-là, Bègle est qualifié pour les quarts de finale. Il reste 3 minutes à jouer. Une mêlée perdue par les Béglés sur une pression de Montferrand. Verdi qui envoie Saint-André entre les poteaux. Essai pour Montferrand et qualification pour l'ASM à la toute dernière minute. Il n'y a pas eu d'essai à l'occasion du match Narbonne-Béziers, mais peut-être allons-nous voir quelques images, en tout cas je l'espère. Ces images qui nous sont envoyées par Marc Météron, notre caméraman de FR3 Toulouse, et qui étaient en tout cas prévues. J'espère qu'elles vont arriver. Pour noter que le seul essai du match n'a pas été accordé par l'arbitre. Je voulais vous montrer dans quelles circonstances celui-ci avait été marqué. Ça se passait à Narbonne hier soir. C'est un essai de Béziers. Mais il y a eu auparavant une brutalité de Minaro, l'arrière, le talonneur, veux-je dire, de l'équipe de Béziers. Et à la suite de cette brutalité, M. Robin n'avait rien vu, mais son juge de touche est venu lui signaler la faute. Et M. Robin a annulé cet essai, si bien qu'on a été obligé d'aller jusqu'au tir au but pour qualifier l'équipe de Narbonne finalement. On peut peut-être voir maintenant l'équipe du Racing qui était opposée. On n'a plus le temps, Pierre. On n'a plus le temps. On a eu un problème de chronomètre. Le chronomètre de Stade 2 était tombé en panne. On n'a plus le temps. Je suis désolé. C'est la fin. Merci. Je vous souhaite une très très belle soirée. Les inconnus ont choisi Antenne 2 pour annoncer leur grand retour au Théâtre de Paris à partir du 18 mai avec Énergie. Oh non, micro fait bâton. C'est pas je m'en vais. Waouh. Qui était assassiné sur sa baignoire? Maradona. Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Léger. Les inconnus au Théâtre de Paris et prochainement sur Antenne 2. J'embrasse ces morades. Isabella, les yeux bleus les yeux, Isabella. Avec les sans-fil Philips, le changement est évident. Madame peut développer sa culture dans des proportions